Alors, paradoxalement, j'ai un regard très critique envers les critiques de cinéma et les cinéphiles qui, de mon point de vue, ont une vision, une lecture très superficielle du cinéma. Il est bien sûr un film à plusieurs degrés de lecture. Il peut en avoir 5, 6, 7 ou 8 couches. Et eux, ils se contentent des premières couches, peut-être la première, la deuxième, voire la troisième éventuellement, sans entrer dans les profondeurs. Donc oui, le cinéma est un art. C'est un art qui est extrêmement complexe. Donc c'est un art dans le vrai sens du terme. Beaucoup disent actuellement que le cinéma n'existe plus, ce n'est plus comme le cinéma d'antan. Bon, ça c'est plus de la nostalgie que des faits, puisque que dans les faits, le cinéma est toujours aussi riche. C'est-à-dire qu'il est toujours aussi riche en ce qui concerne ses couches de lecture, voire peut-être même plus riche actuellement, avec une recrudescence et avec une profusion de messages subliminaux. Donc pour revenir aux critiques de cinéma qui ont une lecture très superficielle des films, ils se contentent des premières couches et de la dimension artistique. Bien sûr, ils sont en admiration devant l'artiste qu'ils jettent, qu'ils montent au nu. Alors je n'ai absolument pas cette approche du cinéma et je vais en donner les raisons. Et bien sûr, ces fameux critiques artistiques sont souvent des grands intellectuels, imbus de leur trouvaille. En définitive, ils sont comme l'idiot qui regarde le doigt lorsque le sage montre la lune. Après qui est le sage, en tout cas, de deux choses l'une. Soit ils sont vraiment réellement naïfs, sans admiration devant une œuvre d'art, sans en décrypter ou l'envisager dans ses profondeurs les plus intimes, dans ses recoins les plus cachés, ou soit tout simplement ils sont les agents qui font la promotion de ces films, bien sûr de ceux qui ont mis en place cette propagande. Voilà. Et c'est de là que part mes lectures de films. Le cinéma est avant tout, aussi artistique soit-il, une œuvre ou un outil de propagande. Il est l'outil de propagande de l'aristocratie invisible qui domine le monde, dans le sens où les mêmes codes vont se reproduire dans tous les cinémas du monde entier, dans tous les films du monde entier, et pas seulement à Hollywood, et que la façon de disséminer les messages subliminaux, elle est extrêmement complexe et sophistiquée depuis les débuts de Hollywood en 1911. Donc c'est la période où on peut retracer le projet du 11 septembre. Et peut-être qu'il est encore plus ancien, mais en tout cas, si on s'en tient au balbutiement d'Hollywood, eh bien, il remonte à cette époque-là. Et que Hollywood, depuis cette période, quand je dis Hollywood, c'est le cinéma au sens large, depuis cette période, il a tissé une fresque qui n'a rien à envier aux pyramides. Souvent on dit que les réalisations des civilisations anciennes, elles dépassent nos réalisations. Et j'ai bien peur qu'ici nous avons affaire à un cliché, parce que si on regarde uniquement le cinéma, eh bien c'est une réalisation qui n'a rien à envier aux pyramides et aux grandes civilisations qui ont parsemé l'histoire de l'humanité. Et donc, le cinéma est un outil de propagande de l'entité qui gouverne le monde, qui domine le monde. Et la façon de savoir jusqu'où s'étend sa domination, eh bien il suffit de retracer les messages subliminaux qu'il distille et qui sont identiques d'un pays à l'autre, et que un même message, il peut être parsemé à travers plusieurs films, soit dans une même période, soit dans un espace de temps plus large, et que ces procédés est il fait preuve d'une maîtrise inouïe de la propagande, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Et bien sûr, comme je disais, il y a plusieurs couches de lecture, notamment il y a une couche d'ingénierie sociale, ce n'est pas ce qui nous importe le plus, et on les retrouve ces mêmes couches dans la littérature, avec Huxley notamment, George Orwell. Donc leur pendant au cinéma, c'est l'agent Orson Welles. Donc la propagande s'évertue à exploiter les grandes matières grises du monde, et bien sûr souvent elles ont grossi les rangs d'Hollywood,
Et bien sûr, Hollywood, il n'est pas la machine propagande des États-Unis, c'est un raccourci, mais la machine propagande d'un pouvoir bien plus grand, et dont la propagande, elle est bien plus subtile que la simple défense des intérêts américains, et bien plus ingénieuse, puisqu'elle y fait participer les autres outils artistiques, mais aussi les autres pays au sein d'un même outil artistique. Voici un premier élément de réponse en ce qui concerne le décryptage du Seigneur des Anneaux, et notamment, pour ma part, je ne me contente pas des explications de l'auteur lui-même d'une œuvre, puisque, il reste au niveau de ses couches artificielles ou superficielles, et que deux, et ceci explique cela, il est un agent ou il est un élément des rouages de la machine propagandiste. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je décrypte un film, en plus de m'en remettre à mon instinct, eh bien, j'évite tout parasitage et qui consiste à lire ce qui a été dit sur le film en question. C'est assez paradoxal, puisque je sais que ma réflexion ira au-delà de ces visions terre à terre et superficielles, aussi sophistiquées paraissent-ils, et aussi admirées sont-ils par une fange, voire une grande fange des fans. Voilà pour le premier point. Ensuite, pour ce qui est du Seigneur des Anneaux en particulier, donc ce sont des œuvres que j'ai découvertes récemment, je ne les connaissais pas. De la même manière que je ne connaissais pas, paradoxalement, aussi, je ne connaissais pas, ou très tardivement, Harry Potter. Donc j'ai découvert ces œuvres récemment. Je les ai décryptées aussi récemment. Peut-être il y a une œuvre clé qui est l'épilogue du Seigneur des Anneaux, et qui est le dernier opus des Seigneur des Anneaux, qui à mon sens, et on va expliquer pourquoi, est crucial pour la compréhension de la grande fresque du Seigneur des Anneaux, mais je n'ai pas décrypté, et j'ai l'impression que son décryptage, il est crucial pour comprendre l'œuvre dans sa totalité, mais aussi pour comprendre les réelles intentions qui se cachent derrière cette œuvre, et qui est avant tout, rappelons-le, un outil de propagande. Et donc, parmi les fins, les objectifs de la propagande, il y a des ambitions d'ingénierie sociale, j'en ai déjà parlé par le passé, et notamment avec des méthodes qui ont été expérimentées dans les laboratoires cachés secrets, MK Ultra, et qui sont des formes de sorcellerie moderne, qui sont la sécularisation de la sorcellerie, ou la quantification de la sorcellerie, ou encore la matérialisation de la sorcellerie, donc ils sont mis en forme grâce à des programmes comme MK Ultra, mais il y en a d'autres. Il y a notamment le programme qui a pris la relève, j'ai oublié le nom, tant pis, ça va revenir, Monarch. Et il y a aussi toutes ces techniques d'ingénierie sociale qui en partie s'inspirent des méthodes traditionnelles de sorcellerie. J'ai déjà parlé de ces choses-là, je ne vais pas approfondir ici, mais ce n'est pas ici cette couche de lecture qui m'intéresse, même si cette couche-là, elle fait défaut à tous ces grands critiques de cinéma en émoi devant les œuvres qu'ils décortiquent pour des fans en émoi. Et la couche de lecture qui m'intéresse le plus, dans le sens où je n'en mets éventuellement pas en question les couches superficielles, mais elles ne m'intéressent pas, ou en tout cas pas tant que ça, c'est la prédiction d'événements à venir. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on annonce des événements à venir. Il faut savoir que ici et là, au cinéma, on nous expose les raisons de ces annonces. Alors, parfois, il y a et ça peut paraître farfelu, parfois il y a des diversions, c'est-à-dire qu'on mène la dissidence et les complotistes et conspirationnistes, pour reprendre l'expression anglaise, vers des fausses pistes, pour tirer d'eux un portrait ridicule, pour les ridiculiser, pour d'autres raisons. Donc il y a des couches de diversion, et il y a aussi de réelles prédictions. Alors, soit c'est lié à la magie noire, dans le sens où le pacte que les hommes font avec les démons, eh bien, il y a cette dimension où on expose ces projets en vue, et j'en ai déjà parlé, de subjuguer les victimes.
Et d'ailleurs, lorsque l'on expose les projets à venir, les victimes, effectivement, on les subjugue, on les hypnotise et on les paralyse, je trouve pas le terme plus savant. Et une façon de subjuguer ces victimes-là, c'est de leur annoncer des projets à venir. Et le fait est que ça marche. Et notamment, puisqu'ils ont les moyens de moduler les consciences et les esprits, eh bien, si une poignée d'individus s'insurge contre ces messages subliminaux et les dévoile au grand public, eh bien, la machine propagandiste, elle est tellement puissante qu'ils seront vite marginalisés et ils sont vite hués et pour devenir le centre de la risée, ou la risée pour devenir la risée du public. Et très facile, et c'est peut-être l'une des raisons cachées qui pousse à dévoiler ses intentions, c'est une façon de discréditer la dissidence, puisque la grande majorité des citoyens, eh bien, ils ne rejoindront pas, ils ne la rejoindront pas dans ses conclusions et dans ses idées. L'une des raisons également pour laquelle ils dévoilent leurs intentions, leurs projets futurs, et j'en ai déjà fait des démonstrations boulimiques. D'ailleurs, j'en avais fait un parallèle avec Orson Welles, qui était également très boulimique, comme le montre avec force son film Citizen Kane. Et donc, j'ai dévoilé avec cet appétit insatiable à travers de nombreux décryptages, toutes les fois, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, en sachant que je n'ai pas fait une étude exhaustive, où le 11 septembre a été énoncé, et cela depuis extrêmement longtemps. Ces choses sont faciles à prouver. Ensuite, comme je disais, l'intention en dévoilant des événements à venir est d'hypnotiser la cible. Donc c'est un outil d'ingénierie sociale très, très poussé, très sophistiqué, qui consiste actuellement à le placer dans une situation de résignation, de fatalisme face à des événements à venir, et de les accepter ne serait-ce que de façon subliminale, de façon à ce qu'au moment où ces événements, eh bien, ils frappent les sociétés, eh bien, il y a une espèce de torpeur qui envahit les consciences et qui est doublée de cette injection subliminale, lente et invisible, et extrêmement ciblée et efficace, eh bien, qui pousse le sujet, la cible, à un constat fataliste face au destin qui s'abat sur lui. Bien entendu, il y a également une dimension eschatologique, et à travers l'histoire, nous en avons de mains exemples, qui consistent à prédire des événements eschatologiques et ensuite à les provoquer par soi-même, et comme par tour de magie, donc c'est un tour de prestigitation, de laisser supposer que ces événements sont le fruit du destin, alors qu'ils ont été provoqués, bien sûr, par une main invisible, et bien entendu, cela, une main qui est extrêmement puissante, et dont le pouvoir en Occident est assez ancien, il faut le compter au moins 1000 ans. Et l'exemple le plus frappant est celui de l'incendie de Londres en 1666. Donc ici, c'est une date eschatologique. C'est l'année de l'avènement, ou de la perte de l'avènement de Sabbatai Levi. Et bien sûr, il a été provoqué par la main. On a mis cela sur le dos des pauvres juifs, du commun des mortels. Mais en réalité, la chose elle est beaucoup plus complexe, puisque l'ordre il vient des hautes sphères du pouvoir invisible, qui est bien sûr qui a la main mise sur le pouvoir anglais lui-même, et qui n'est pas composé de ces marchands nomades, comme on nous le présente, de vulgaires roturiers au long nez. Mais la réalité elle est beaucoup plus complexe,
Et d'ailleurs, ce même pouvoir invisible, il se joue de la dissidence en grossissant les traits du juif sournois et, euh, et mu par le désir de détruire les sociétés dans lesquelles ils vivent et ils évoluent de façon sournoise et sarcastique. Et même s'il y a une part de vérité, qu'on pourrait expliquer, la chose elle est beaucoup plus complexe et la main invisible elle se joue de ses cibles en entretenant cette corde du juif fourbe et d'ailleurs de nombreuses œuvres antisémites elles sont le fruit d'agents qui sont mus par cette main invisible qui sont je l'ai déjà expliqué, un mélange de crypto-juifs peut-être de juifs dans la couche agent, c'est-à-dire de juifs qui se revendiquent juifs et bien sûr je vais pas utiliser le terme infiltré, j'ai peur de manquer de précision, en tout cas qui sont mêlés aux grandes lignées européennes, peut-être même une grande lignée mondiale, parce que ça a été le cas également avec les lignées ottomanes, et peut-être que dans l'histoire on pourrait monter très loin avec les lignées perses. Ils ont probablement également, j'aime pas le terme infiltré, ils sont probablement mêlés avec l'ancienne civilisation perse, notamment avec l'exemple de Cyrus, que sa mère soit une juive ou une crypto-juive. En tout cas, l'un des outils de la propagande, c'est d'alimenter cet antisémitisme, puisqu'il sert leur cause contre toute attente. Et notamment, j'en ai deux exemples. J'ai celui de Ford, qui se fait passer pour un antisémite patenté, alors que lui-même, il fait partie de cette aristocratie invisible. Et donc, il est d'origine crypto-juive. Et il remonte aux grandes lignées anglaises, à la périphérie anglaise. Et un autre exemple bien plus récent, qui est aussi frappant, il est celui de Mel Gibson, qui aurait tenu des propos antisémites au nom de la défense de la religion catholique, alors qu'il n'est ni catholique, ni antisémite. Il n'est et d'ailleurs lui-même, il remonte à la périphérie anglaise, donc il fait partie de cette tribu élitiste, de cette aristocratie invisible qui se targue d'un humour sarcastique pour dénigrer leur sujet. Donc c'est une façon de se mettre en valeur. Et donc nous en avons un exemple avec Mel Gibson qui remonte, et c'est une chose qu'ils font souvent, qui remonte à l'un des personnages dont il a fait le biopic, et qui est William, je vais son nom, William Wallace. Donc il est donc son descendant. Il est peut-être aussi un lien avec William Blake, j'ai oublié le nom du Bounty, tout comme Marlon Brando. Bon, ça c'est un long sujet, je ne vais pas développer ici. Et pour revenir donc au sujet du Hobbit, le Seigneur des Agneaux, eh bien il a un lien avec Harry Potter, peut-être que j'en parlerai à l'occasion. Et parmi les couches de lecture, donc il y a l'annonce de projets futurs. Et pour comprendre l'annonce des projets futurs, il faut comprendre dans quel milieu se déroule le film, même si bien sûr il y a énormément de fausses pistes. Déjà la terre du milieu fait éventuellement passer, elle fait éventuellement allusion au Shem, qui est une terre du milieu, comme l'évoque Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et ça peut éventuellement aussi faire allusion à l'Europe, avec certaines de ses composantes. Alors certes, la composante anglaise, mais pas seulement. Il y a aussi des nains. D'ailleurs, on les retrouve dans Willow, et j'ai oublié leur nom, les Willow, je sais plus comment on les appelle dans Star Wars, et donc dans le Seigneur des Anneaux également. Ils font allusion aux Basques, et au sud de la France, qui d'ailleurs, j'avais donné plusieurs exemples dans le passé, qui d'ailleurs, jusqu'au moins, mais peut-être un peu plus tard, Richard Coeur de Lion, eh bien, il faisait à l'Angleterre. Donc dans ces régions-là, il y a le Béarn, dont fait allusion les 55 jours de Pékin. Il y a le fameux Rennes-le-Château, qui bizarrement sonne avec René Château, le
producteur des films de Bruce Lee. Il y a bien sûr après toute une légende, tout un mythe autour de Da Vinci Code, et qui apporte des éléments qui eux sont véridiques. Dans ce puzzle immense, nous avons fait un jeu de piste très intéressant et qui est mis en place pour plein de raisons. Ici, nous en développons quelques-unes. Et pour revenir à l'anneau, j'aimerais pas tout m'éparpiller. Et bien sûr, fait allusion à l'anneau de Salomon. Donc ça nous renvoie aux croisades, qui a été impulsé par cette aristocratie invisible. Bien sûr, on a des preuves formelles, même si elles ont été éventuellement cachées par l'Église elle-même. Elle-même était infiltrée, c'est un infiltré et tout à fait approprié. Et donc les croisades ont été impulsés par cette vérité invisible et qui a donné le champ libre aux Templiers pour rechercher les grimoires affiliés à Salomon. C'est le terme d'un film récent, 3000 ans c'est jusqu'à Salomon, c'est-à-dire que pour reconstruire le temple, on a attendu autrement. Et donc l'anneau qui fait allusion à la magie noire, au cabalisme essentiellement de Salomon. Ensuite, on a parlé des Basques, éventuellement des Catalans, en sachant que la hiérarchie, l'aristocratie invisible, elle se plaît à étaler leur histoire, souvent de façon subliminale, en sachant que leur dans son actualité, dès qu'ils font l'apologie d'un événement d'une personnalité européenne, eh bien, ils font l'apologie de la propre histoire. Et donc, comme je disais, pour pas m'appuyer, dans le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas exception à la règle, et qu'il y a l'annonce d'événements futurs, à commencer par le 11 septembre, puisque la partie 2, bien sûr, ils savent jouer sur ce genre de choses, je l'ai expérimenté à maintes reprises, puisque la partie 2 s'appelle les 2 tours, et les 2 tours, elle vient d'être écroulée, elle vient de tomber un an auparavant. Et à savoir quand est-ce que le film a été réellement réalisé, peut-être avant le 11 septembre. Et donc dès le 2e épisode, on a l'événement du 11 septembre sous les yeux, mais en vérité le 11 septembre il a été énoncé dès le 1, puisque les 2 tours ont été évoqués dans le 1. Ensuite il y a d'autres événements futurs, mais le plus évident à mon sens, il est Paris. C'est-à-dire que la Terre du Milieu, il y a la ville qu'on appelle la Cité, qui se fait détruire par le dragon. Il s'agit de Paris. Vous prenez la page Wikipédia de Paris, lisez un peu sur Lutèce et vous verrez qu'il y a une énorme similitude entre ce que vous dit la page Wikipédia. Ça fait probablement partie, puisque la Wikipédia contre-temps fait partie de l'outil de propagande de cette grande fresque. Donc on vous mène dans ce jeu de pistes, bien sûr, et qu'il faut décrypter vers des pistes. Et ici, en l'occurrence, il suffit de lire la page Wikipédia de Paris pour comprendre que dans le Seigneur des Anneaux, on parle de Paris. Et donc, dans l'eschatologie, j'en ai parlé, il y a une œuvre qui date de 1936 qui parle d'événements futurs et notamment la destruction de Paris par le haut. Et dans le film, on voit un dragon qui déchaîne ses flammes sur cette cité. Bien sûr, il y a l'annonce de Notre-Dame de Paris, probablement, en tout cas dans d'autres films, celle et de façon presque certaine, celle du coronavirus. Alors pour ce qui est du Frodon qui garde avec lui des traces de cette malédiction ou du poison qu'il a incurgité, eh bien malheureusement, et comme souvent, ça je l'ai constaté à maintes reprises, c'est une allusion à la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, ils font un amalgame entre on s'accapare des adeptes des 3 grandes religions monothéistes, on les emmène vers une nouvelle forme de réflexion, vers une espèce de syncrétisme
qu'on appelle le noaquisme. Et ce syncrétisme, il fait état d'événements eschatologiques auxquels selon leur prisme, ces trois grandes religions seront confrontées, mais qui en son sein détient des éléments communs qui feront que chacun se reconnaîtra dans ces événements eschatologiques et chacun les interprétera selon son prisme, alors qu'en réalité les trois cibles, eh bien, ils ont été leurrés et abusés. Et donc là non plus, j'aimerais pas m'étendre, mais pour finir, j'aimerais revenir à la dernière partie que je n'ai pas décryptée, qui est une alliance des cinq armées après la mort du dragon. Je pense qu'elle est extrêmement importante pour comprendre les événements à venir. Donc il y a aussi ces nains de Moria. Moria, bien sûr, c'est allusion à Moria qui, comme je l'ai expliqué par le passé, est un lieu géographique où Abraham aurait emmené son fils pour le sacrifice, la fameuse ligature d'Isaac chez les Juifs et les chrétiens. Dans Moria, le terme a été emprunté au vocabulaire de l'Arabie, j'en ai déjà parlé. Moria, c'est Amina. Ou plus exactement Marwa, qui se trouve à 2 kilomètres de Mina. Donc c'est le mont où l'ange a été vu, l'ange Gabriel. J'ai déjà parlé de ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que de façon subliminale, ça fait allusion également à l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, elle est dans les plans de la propagande depuis extrêmement longtemps, de façon encore plus ancienne qu'on imagine, et avec des moyens subliminaux qui sont encore plus subtils que l'on s'imagine. Et notamment cette mise en place des attentats suicides musulmans. J'en ai déjà fait la démonstration, mais à titre privé ou de façon succincte sur Twitter et sur Facebook, cette nouvelle tradition imputée à la religion musulmane, une nouvelle tradition islamique, qui est l'attentat suicide, et qui en réalité a été mise en place par la propagande, et qui débouche sur une déstabilisation du pays conservateur par excellence, qui est l'Arabie Saoudite, donc qui culmine avec les attentats du 11 septembre. Il y a d'autres projets sous-jacents, et notamment la mainmise sur Neom. Donc, le projet Neom est très ancien, même au sein de la propagande. En 98, il y a Matrix, et le héros s'appelle Neo. Vous rajoutez un M, vous obtenez Neom. D'ailleurs, on vous le dit soit dans la page Wikipédia de Neom, soit dans celle on vous dit dans la page de Wikipédia de Neom qu'on a ajouté un M à Neom, à Neo. Et bien sûr, actuellement, il y a un projet d'une ville moderne, d'ailleurs, qui a déjà été mise en scène au cinéma avec Elysium. Donc c'est un peu le profil de cette société moderne. Bien sûr, ce sera éventuellement une extension d'Israël. En tout cas, ce sera une extension de l'aristocratie invisible. Ça, de façon sûre. Après, pour Israël, c'est peut-être un peu caricatural, mais on n'en est pas loin. En tout cas, il y a une grande place pour l'Arabie Saoudite dans le message sublime de la propagande, et une grande place de la religion musulmane, et notamment de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'en donne un exemple une fois avec le nom de la rose, dans lequel Sean Connery, le héros, eh bien, on lui jette un rocher, donc c'est le film de Jacques Hano, 86, on lui jette un rocher du haut d'une tour ou d'une bâtisse. Donc ça rappelle un événement de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un élément parmi tant d'autres. Plus récemment, il y a un film, Les 10 Anneaux, dans lequel le héros, peut-être qui a probablement un lien avec Bruce Lee, mais on va pas spéculer, eh bien, il entend une voix, et il se dirige en direction de la voix, donc dans la pénombre, dans le noir, et son ami lui dit tu te diriges vers la voix. Ça fait allusion bien sûr à un événement de la biographie prophétique, et ainsi de suite. Donc je m'arrêterai ici. Alors juste un point que j'ai omis, et dont j'ai fait allusion précédemment, et qui est que je n'ai pas décrypté le dernier opus de Seigneur des Anneaux, qui est crucial pour la compréhension des événements à venir, même si le film remonte, je crois, en 2016-2017. Mais de toute façon, j'ai déjà des éléments qui parlent d'événements à venir. Bon, parmi ceux qui sont passés, il y a eu l'incendie de Notre-Dame, il y a eu et ça rentre dans ces prédictions nostradamiques et eschatologiques. Il y a eu le coronavirus. J'ai déjà parlé de l'origine de Corona. Ça en avait fait rire plus d'un à l'époque. Et bien sûr, il y a un événement à venir qui a été annoncé par Jacques Attali. Il a été annoncé aux alentours de la période, j'en ai déjà parlé, des attentats c'est-à-dire au mois d'octobre, il annonce ce prochain événement, et un mois plus tard, en 2015, il y a les attentats du Bataclan. Et j'avais dit que les deux événements étaient annoncés, et que l'un annonçait l'autre, et que l'un même, et que les chiffres de l'un
si on les combine selon une certaine combinaison, eh bien, ils donnent les chiffres de l'autre. Et il s'agit de la prochaine guerre mondiale qui débutera le 31 octobre 2035 à l'initiative des Chinois. Donc c'est nouveau par la bourse, c'est décembre. C'est décembre, c'est un chiffre qui est très intéressant. Notamment, il est lié notamment à Vlad II ou Vlad III, donc qui a inspiré le personnage Dracula. J'ai déjà parlé. Donc une grande partie de cette aristocratie invisible, elle remonte à ces origines-là. C'est la raison pour laquelle Dracula, il est rentré dans la culture, même de façon négative, mais ça fait partie d'un message subliminal. Il est rentré dans la culture populaire, et donc c'est une façon d'intégrer on va dire, ses ancêtres de l'aristocratie invisible dans la culture populaire. Et donc, je pense que cette alliance des 5 armées, elle annonce, peut-être pas de façon aussi détaillée que, par exemple, Godzilla contre Kong, dans lesquels il y a clairement les protagonistes en présence, que seront la Chine, Godzilla, les États-Unis, Kong, c'est-à-dire les alliés, et la Russie, Mechagodzilla. Et je pense que, puisque le film il est lieu 5 ans plus tard, qu'il donne plus de lumière aux intentions, en sachant que je n'ai pas décrypté, qui se cachent derrière le dernier opus du Seigneur des Agneaux. Et d'ailleurs, comme je ne connais pas le dénouement du film, je ne pourrais pas me prononcer sur ce qu'est vraiment Frodon. J'ai ma petite idée, mais il faudrait que je décrypte cette dernière partie, ce dernier opus, pour m'en faire une idée plus claire et peut-être plus en phase avec la réalité. Alors, j'aimerais ajouter encore une dernière chose, je n'étais pas préparé à cette réflexion, c'est que actuellement il y a un thème qui est récurrent au cinéma, qui en réalité date ultimement, qui est l'avènement d'un héros ordinaire, défavorisé, que souvent on prend de haut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni de légitimité, ni les moyens, on va dire, intellectuels ou physiques ou de par situation pour affronter les grandes menaces du monde moderne. Et le fait est que, aussi maladroit soit-il, aussi insignifiant soit-il, eh bien, il va, par une action hors du commun, exploiter ou fructifier des dons cachés et ainsi sauver le monde. Alors qu'au départ, il était insignifiant, il n'avait pas consubstantiel. C'est exactement le thème que l'on trouve dans Will, pas décrypté dans les Seigneurs des Anneaux, deuxième partie, la Frodon. Donc je n'ai pas décrypté le dernier opus, mais c'est vraisemblablement la vision à laquelle je parviendrai. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux conclusions que l'on suppose du départ, parce qu'on a d'autres éléments en main qui nous le disent, et je pense serait confirmé ici. Donc, d'ailleurs, un titre d'un film récent qui n'est pas encore sorti, dont le titre est révélateur, est un héros ordinaire. Et Frodon il répond tout à fait à ça. Alors, puisque nous en sommes dans les oublis, il y a un autre thème qui est associé à celui du héros ordinaire, que l'on retrouve chez Frodon. Il s'agit du thème qui fait sauter la barrière qui fait sauter la frontière entre le bien et le mal, et outre la question philosophique en toile de fond, qui place qui place le bien et le mal, qui considère le bien et le mal comme des notions qui sont purement subjectives et arbitraires, et qu'il faut donc et dont il faut s'émanciper. Au-delà de ce substrat philosophique, il y a l'idée que le héros ordinaire immaculé, qui représente éventuellement un messie, qui a éventuellement le rôle ou la mission du messie, eh bien il peut basculer dans le côté obscur, ou qui peut basculer vers le mal. C'est exactement le thème de la dernière série de Star Wars, et qui peut lui-même devenir l'antichrist. C'est-à-dire qu'il s'inscrit à la base à l'extrême opposé de l'antichrist. Ce héros ordinaire immaculé, il s'inscrit à l'extrême opposé de l'antichrist, et pourtant il est capable de rejoindre les rangs de l'antichrist et de devenir lui-même un antichrist. Et d'ailleurs, cette vision est extrêmement perverse, dans le sens où ce héros immaculé, qui revendiquera la prophétie, qui sera vu aux yeux de ses ouailles comme un messie du bien, eh bien il se peut qu'au même moment il soit, et c'est de toute façon ce qu'il se passe en règle générale, qu'il soit un charlatan et un faux messie. C'est un peu en toile de fond ce qui ressort de l'image de Frodon et de Star Wars, mais là si on pousse le raisonnement à l'extrême, mais avant cela il y a cette notion que on ne sait pas trop si le héros du bien, ou en tout cas le héros du bien est capable de faire le mal, et inversement le héros du mal il est capable de se remettre en question et
d'avoir des remords et une conscience. Et ça, c'est un thème qui, bien sûr, est dangereux puisqu'il vise à faire tomber les barrières du bien et du mal. Wallahu a'lam.